فنشرفنا بحضوره كممثل سيد وزير وكمحاضر أيضا. نشكر الأستاذ بوعمرة مدير المعهد على هذه الهيئة المحترمة اللي تخلي لنا في كل مرة فرصة تجمع لأغراض علمية. Donc, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants qui sont avec nous ici présents et puis ceux qui nous regardent et nous suivent à travers le Zoom. Il y a au niveau de toutes les wilayas. Le choix du thème rentre au cœur du PAM, que les urgences, c'est la vitrine des établissements de santé. Nous avons organisé déjà des formations concernant cette thématique qui était au profit des professionnels de la santé, notamment les paramédicaux, qui sont aussi directement concernés par la prise en charge des urgences, mais aussi nous touchons aujourd'hui une deuxième catégorie qui est les professionnels médicaux, toutes catégories confondues et tout établissement confondu. Avec les moyens disponibles, nous essayons régulièrement d'organiser des sessions de formation massivement afin d'attirer l'attention sur la ressource humaine pour profiter à la fois du savoir des professeurs qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont animer cette journée et qui partagent avec nous à chaque fois et répondent favorables à nos appels, notamment le professeur Labassi et son équipe, qui est aujourd'hui avec nous et qui a participé avec nous à l'organisation de cette journée, mais aussi pour développer les compétences des uns et des autres. Parfois, la fermeture sur soi-même et l'exercice du métier nous fait oublier des nouveautés. Il faut toujours être d'actualité avec toute la nouveauté. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous dire que juste après cette ouverture, cette formalité d'ouverture officielle, il y a professeur Bouamara et professeur Bougdal qui vont prendre la relève et ils vont gérer la journée qui va être répartie en deux parties. Il y a des communications qui vont être, vous avez reçu l'ensemble, je suppose, le programme du déroulement. Je souhaite à ce que cette journée vous soit profitable et je vous transmets la volonté du premier responsable de notre secteur, Monsieur le ministre de la Santé, qui insiste à chaque fois que la priorité de notre secteur est celle de s'occuper de sa ressource humaine avant de s'occuper de l'équipement, parce qu'on peut avoir des équipements, des infrastructures, mais quand l'être humain n'est pas valorisé, on ne peut rien faire avec des structures équipées. Voilà, donc j'annonce officiellement l'ouverture de cette journée. Je suis contente d'être parmi vous et honorée de participer à l'ouverture de cette journée. Je remercie encore Monsieur le chef de cabinet et je vous remercie. Je vous laisse travailler. Merci. En fait, si on donne la parole à Monsieur le chef de cabinet pour dire un mot, puis après il va dire encore un autre mot. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السيد مدير الاستقبال نشكرك على الاستقبال دائما تحاضر في هذه التظاهرات العلمية وكنت سمعت دائما هذه التظاهرات والأيام التكوينية. السيدة المديرة أيضا راهي تعمل عمل جبار من باب التكوين. احنا نعرفوا بلي التكوين هو الركيزة الأساسية باش الواحد إلى تحسين الخدمات الصحية المستخدم يكون مكون بصفة جيدة، يكون قادر باش يؤدي ويوصل خدمات ذات جودة عالية للمواطن. على كل حال نحيي ذلك إدارة الصحة والخدمات، الأساتذة اللي يشرفونا بحضورهم، جميع الحضور حقيقة باش نكونوا في الصورة أنا شفت السيدة المديرة وشفت السيد المدير العام حقيقة أن وزارة الصحة كانت توجد لي باش فالوريزي le national. C'est ça le plus important. C'est un élément primordial et très important qui va nous permettre que notre personnel puisse travailler dans des conditions qui permettent d'apporter un plus pour nos citoyens en termes de prise en charge.
c'est un thème vraiment qui m'a un petit peu rappelé du fait que vraiment c'est l'actualité. On a la prise en charge dans le cas de l'urgence, l'organisation et la prise en charge du malade de l'urgence, qui est quelque chose, un élément très important pour voir aussi, parce que c'est essentiellement la vitrine de nos structures de soins. Quand quelqu'un parle aux urgences, c'est une structure qui va voir. Il ne va pas rentrer dans un service d'hospitalisation, il ne va pas rentrer dans notre structure, mais l'urgence, ça va donner l'image réelle du système de santé par rapport à un patient qui va rentrer dans ce circuit de prise en charge. Tous les cas, moi, je vais tout à l'heure prendre juste 5 minutes par rapport à une petite présentation. Ce n'est pas une présentation, j'ai juste par rapport avec 2 slides que je vais présenter qui touchent la particularité du but. Juste par rapport à ça, c'est quoi une organisation et l'organisation d'un service de prise en charge du bébé et par rapport à la nouvelle discussion ou la nouvelle vision dans le ministère par rapport à ça. Essentiellement par rapport à la nouvelle que c'est le combat à cette émission. Autre chose aussi, monsieur le Sergis, c'est une personne qui encourage tout ce qui est recherche, qui encourage tout ce qui est journée de formation. Déjà, il est professeur, c'est quelqu'un qui toujours vers tout ce qui est formation, tout ce qui est journée de formation, journée de sensibilité. Ça, c'est pour lui, c'est quelque chose de très important. On espère qu'il y aura d'autres occasions. Oui, ça, je vous souhaite bon courage et je vous dis Je vous remercie. Donc, séance. Donc, on aura la première séance, séance plénière, c'est-à-dire ce sera des présentations. La deuxième séance, on va y aller, on va se répartir en groupe. Donc, on aura des séances ou bien des travaux d'atelier. Et la troisième, en fait, la troisième séance, ce sera l'après-midi, Inch'Allah. Là, on va, en fait, ce sera une autre séance en plénière, après, bien sûr, des travaux des ateliers. Donc, j'appelle Madame professeur Bougdel, puisqu'elle va animer cette première séance avec le professeur Bouamra, qui est moi-même. Et puis après, donc, la première communication, on va faire un petit changement, puisque monsieur le chef cabinet, on sait très bien qu'il a beaucoup de charges. Donc, il a présenté en fait l'objectif de sa communication. Elle va être très rapide, donc je pense en 2 slides. Il va présenter en fait la vision du ministère de la Santé, ou bien notre vision vis-à-vis un service qui a une spécialité maintenant qui attire l'attention, c'est بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je viens juste avec vous et moi c'était l'occasion aussi. C'est un sujet qui me touche essentiellement par rapport à mon ancienne pratique quotidienne, à savoir la condition du village, la condition de la prise en charge du village. Dans le cas des gens, c'est quelque chose aussi qui est disons, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a aussi plein de choses qu'on pourra faire qui pourra changer radicalement la prise en charge du village par rapport à des actions très simples. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir par rapport à des points relatifs à la situation actuelle et je vous disais qu'est-ce qu'on va éventuellement faire par rapport à votre activité quotidienne. C'est pas quelque chose qui va nécessiter des moyens, qui va nécessiter autre chose.
इसे लगे थे मुश्किल C'est la deuxième. Mais ça va se faire. généralité sur la conduite à Tunis. Juste. C'est la deuxième fois. C'est juste pour vous dire que l'estradiol, ça reste un drame psychologique, social et physique. Mais ce n'est pas le but de cette journée. Mais si je voulais juste vous montrer deux photos, c'est des photos pour les enfants algériens. C'est des pour les enfants algériens. Allez-y, deuxième. Par exemple, surtout le deuxième. Pourquoi j'ai insisté à vous montrer ces deux photos? C'est quelque chose, comment dirais-je, désolé, vous allez concentrer, vous allez dire un peu, non, on ne touche plus, c'est carrément, il y a carrément le montant qui est. En sachant que juste, si le médecin ou l'infirmier agit dans le sens des lumières de ce patient, il aurait réglé le problème. Juste pour attirer votre attention, il doit y avoir des actions médecins qui changent radicalement la prise en charge de la patient. C'est ça l'élément que je voulais faire passer comme message par rapport au deuxième problème. Par exemple, l'enfant, il doit agir normalement. Non pas ça, non. Problème au niveau des yeux par rapport à des choses très simples. Quand on est des premières et je voulais aussi vous dire que, en termes d'organisation, on a forcément la prise en charge judiciaire, la prise en charge hospitalière et la prise en charge au milieu hospitalier. Quand on parle de prise en charge judiciaire, ça sert à ce que les lieux d'actifs, destinées aux catégories, mais aussi pas prévu. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais du coup, l'intérieur, c'est par rapport à la deuxième point, c'est la prise en charge. Je vous dis quelque chose qui est très important. Chaque lecture de l'univers, l'enseignement, peut prendre en charge singulier à la fin. Toutes les structures, et je vous dis autre chose, le médecin généraliste, il peut prendre en charge le privé à la fin du public. Le médecin généraliste, c'est le pilier dans le système de santé. Ce qu'on voit actuellement, c'est que les gens ne prennent même pas la peine. Le malade arrive, agressé, sans prendre même pas la peine de voir. C'est ça le problème. Un généraliste peut prendre en charge, le redirer jamais. Quand il ressort un malade, c'est un malade, on peut voir, juste mettre, on voit d'abord, et mettre un pension. Ça va changer radicalement la prise en charge de ce patient. Radicalement, voyager simple, mais qui change radicalement la prise en charge. C'est ça le message que je vous pense. Vous êtes les piliers dans le système de santé. Un médecin généraliste peut prendre en charge. Quand on parle d'un service où les prises en charge sont mieux spécialisées, oui, ça peut arriver à un certain service. Qu'est-ce qui se passe? Que nos services spécialisés, je peux vous assurer que des fois, quand vous évacuez un malade, c'est ce malade qui sera mieux week-end que qui est spécialisé par rapport au nom. Des fois, il y a un nom qui est très important. Parce que par rapport au but et la particularité, ce qu'ils vont bien lui faire. Ils vont bien lui faire à part les pensions jusqu'à 21 jours. S'il cicatrise pas, on a dit, il cicatrise pas, il passe à la terre. Et ça devient l'indication de l'évacuer. Avant, non. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de malades que vous allez sauver par des prises en charge simples. À savoir, lundi, une voie d'accord, bienvenue, et fin d'impôt. Et quand il s'agit d'autres urgences, à savoir les incisions de décharge, si je vais ne le fais pas de souci. Mais ça va sauver. Ça va sauver par rapport à la décharge récente. C'est ça le message que vous voulez faire passer. C'est par rapport à une organisation qui va changer, qu'on n'aura pas un l'esprit à chaque fois évacuer les malades directement dans la science spécialisée, en sachant que vous pouvez faire quelque chose qui va changer radicalement la mise en charge. Je les fais venir spécialement pour ça, pour essayer de faire passer ce message réfléchi. Sachez que je ne dirai jamais assez que vous êtes,
crise est lancée. C'est-à-dire que vous êtes la première personne qui va recevoir ce malade, c'est avec vous par rapport à votre condition qui va conditionner la suite que ce patient aura comme soin bénéfique. Par là, merci beaucoup pour votre bien. Mettez-vous d'abord, comme ça vous n'aurez pas le lien. Pardon. Nous présenter les généralités, déterminants et architecture des hôpitaux. Ça dépend Les structures. Généralité, généralité. Voilà. Alors, le micro. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le chef de cabinet, Madame la directrice de formation au niveau du ministère, les cadres Monsieur le directeur de la santé, ce fut toujours un plaisir de travailler ensemble, chers confrères, chers collègues, ceux qui sont présents ici en présentiel et ceux qui nous suivent à travers le Zoom. Donc, je vous dis bonjour. Et justement, on a été choqués, monsieur le chef de cabinet, par les images des enfants. C'est vrai qu'un geste simple peut sauver aux urgences. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et justement, pour bien travailler aux urgences, pour avoir une meilleure prise en charge des patients, des conditions, pas des conditions de matériel, mais des conditions de fonctionnement, des conditions que le médecin, des déterminants que le médecin qui travaille aux urgences, un urgentiste doit connaître et maîtriser pour travailler correctement aux urgences. Donc, des éléments essentiels, des notions élémentaires qui peuvent être très importants pour tout médecin qui travaille en plein temps aux urgences ou vient faire des gardes à ce niveau. Tout d'abord, nous allons définir c'est quoi une urgence. Une urgence, c'est un besoin de soins ou de santé pour un individu, que ce soit physique, c'est-à-dire organique, ou bien mental. Il existe bien des urgences psychiatriques. Les urgences ont la particularité d'être imprévisibles. Une urgence n'avertit pas, c'est inattendu, imprévisible. C'est différent de la consultation. Donc, il y a toujours ce contexte de patient avec si vous voulez, un état psychologique un peu particulier et ses accompagnateurs et sa famille. Donc, ça peut mettre le pronostic vital en jeu à court terme. Donc, un médecin urgentiste doit faire un geste sans attendre et rapidement, efficacement et avec efficacité et rapidité. On ne peut pas parler des urgences en général sans passer par un petit peu. Vous savez que les urgences en intra-hospitalier à l'intérieur des hôpitaux ont été créées seulement au 19e siècle. La médecine d'urgence est née à l'extérieur, en extra-hospitalier, en pré-hospitalier. Dans les guerres, dans les épidémies, c'était en extra-hospitalier. Après la fin des guerres de la Deuxième Guerre mondiale et les épidémies, on a fait créer des services pour prendre en charge ces urgences. Donc, la médecine d'urgence, la spécialité de médecine d'urgence a deux volets par rapport à d'autres spécialités. C'est l'intra-hospitalier et l'extra-hospitalier. Une urgence ne choisit pas. Un arrêt cardiaque ne choisit pas. Il peut être à l'extérieur comme à l'intérieur. Et bien sûr, la médecine hyperbare, etc. Donc, ces services d'urgence sont partout dans le monde, en différentes appellations. Dans les pays francophones, on les appelle le service d'urgence, tout simplement. Par contre, dans les pays anglo-saxons, c'est Emergency Department. En Algérie, dans notre pays, donc on les appelle les urgences médico-chirurgicales ou médical-chirurgicales, mais en réalité,
c'est des urgences médicales. Combien d'urgences médicales est devenu chirurgical et vice-versa. Donc, normalement, il n'y a pas de différence. Alors, les urgences en Algérie, comme partout dans le monde, ils sont partagés en deux. Il y a ce qu'on appelle les urgences spécialisées, l'ORL, l'ophtalmo, la neurochirurgie, la maxillofaciale et beaucoup de spécialités qui sont le domaine de médecins, de médecine de spécialistes dans le domaine et qui sont surtout au niveau des EHS et des CHU. Par contre, la médecine d'urgence, le médecin urgentiste ou urgentologue qui gère toutes les pathologies sans par spécialisation d'un appareil, ça s'appelle le médecin urgentiste. Le médecin, ça peut être un médecin spécialisé en médecine d'urgence et le médecin généraliste qui est le principal intervenant au niveau de toutes les polycliniques, les EPH, les EHU et même les CHU. Alors, quels sont... il y a un problème, les titres même, je suis bien obligée. Alors, quelles sont les missions des urgences? Nous sommes des urgentistes au niveau, quand vous êtes tous au niveau des urgences, quelle est notre mission au niveau des urgences? Donc, premièrement, c'est l'accueil. On doit accueillir tout patient qui demande un soin, que ce soit lui et ses accompagnateurs ou sa famille. Donc, la deuxième mission, c'est l'enregistrement administratif et la traçabilité. C'est très important et c'est au devoir de médecin d'insister, pour un problème médico-légal et de traçabilité, que toute personne venant aux urgences doit être enregistrée, le nom, le prénom, etc. La troisième mission, c'est la sélection et l'orientation des patients. C'est pas tout patient ou tout malade qui vient aux urgences, il est urgent. Donc, on doit absolument réorienter les patients non urgents vers les autres structures pour une meilleure prise en charge du malade lui-même et des urgences qu'on reçoit. Bien sûr, le triage médical qui est en lui-même un acte médical fait par un médecin et qui est une évaluation dès l'arrivée du patient de son degré d'urgence et du niveau de priorité de soins. La programmation des admissions quand il y a une hospitalisation dans les services médicaux ou médical ou chirurgical, ou bien une évacuation vers un service spécialisé après avoir fait les premiers soins, bien sûr. On n'évacue pas un patient sans faire les premiers soins. Et bien sûr, notre rôle primordial, c'est la prise en charge des pathologies urgentes in situ au niveau des urgences. Quelles sont les problématiques au niveau des urgences? Ces problématiques existent partout dans le monde. Les urgences, en Algérie ou ailleurs, ont les mêmes contextes et les mêmes problématiques. En général, ils sont au nombre de 2. L'augmentation de recrutement des patients aux urgences, vous êtes dans des structures d'urgence, vous allez remarquer que chaque année, il y a une augmentation des patients. Ça existe, c'est un problème général. Mais en consultation, c'est simple, on espace les rendez-vous. Mais aux urgences, vous ne pouvez pas. Donc, vous devez recruter des patients. Il y a une accessibilité de ces urgences à tout moment de la journée. Les urgences en Algérie travaillent 24 heures sur 24 heures. Donc, la population se dirige vers ces urgences pour tout appel de soins. Ces urgences aussi et ces structures sont au niveau des proximités, ils sont à proximité au niveau des agglomérations. Donc, ça facilite l'accès à ces urgences. Et vous savez que la société algérienne, comme partout dans le monde, se développe et elle est devenue intolérante à la souffrance et à l'attente. Donc, pour n'importe quel motif, un patient ou la population peut consulter. Le deuxième problème très, très important, problématique si vous voulez, c'est général, c'est les patients non urgents. Dans la littérature, dans les publications, ces patients non urgents représentent 30 à 40% des cas. Donc, ces patients, oui, on aimerait bien recevoir tous les patients qui viennent aux urgences. Mais le problème, ces patients encombrent les lieux des soins
Il provoque une augmentation des charges du personnel médical et paramédical. Il gêne les vraies urgences parce que le médecin, au lieu de donner son énergie et sa prise en charge aux vrais malades, on s'intéresse peut-être à un patient qui n'est pas urgent, en plus des abus, des examens complémentaires radiologiques et biologiques. Et donc, à un certain moment, on sent un malaise. Il y a un déséquilibre dans les lieux. On sent que les patients envahis par rapport, comme s'il y a un déséquilibre entre le personnel, le lieu et les patients. C'est juste un exemple, au niveau d'un exemple d'un CHU où il y a une augmentation sur 12 ans, l'augmentation des recrutements des patients. Alors, on passe donc aux déterminants au niveau des urgences que tout médecin, il existe en général, il y a 4 déterminants au niveau des urgences qu'il faut connaître. Le premier, c'est le flux des patients et sa gestion. Un médecin doit gérer ce flux. Un flux est défini par le nombre de passages des patients. On peut le calculer horaire par heure, par quotidien, par 24 heures, hebdomadaire par semaine, mensuel ou annuel. Le flux, par exemple, annuel, détermine le nombre de lits que vous avez au niveau de la structure. On dit qu'au bout de 10 000 malades année, vous devez avoir minimum 4 à 10 lits au niveau pour observation. Donc, c'est un déterminant très important au niveau des urgences. Et parmi ce flux, il y a ce qu'on appelle le flux maximum au pic. C'est une notion très importante qu'il faut connaître quand on travaille aux urgences. Un médecin généraliste ou urgentiste doit savoir. C'est tout simplement quand le flux est maximum, il y a un pic, c'est-à-dire le nombre de passages augmente par 24 heures, il y a des pics. Ce flux maximum dépend directement de la mobilisation de la population. Vous savez qu'il y a des moments de pointe d'heure, il y a un moment de pic au niveau des urgences. Ça, c'est mondial. Ces deux niveaux de pic, il existe 2 niveaux de pic au niveau des urgences. C'est des niveaux de pic universels partout dans le monde. Donc, 2 moments qui sont de 8 heures à midi et de 16 heures à 22 heures. C'est une notion très importante. Pourquoi? Dans un moment de flux maximum, on ne doit pas quitter son poste. Et vous devez dire comme médecin, par rapport aux infirmiers et d'autres personnels, que tout le personnel doit être dans son poste. On ne se permet pas de faire autre chose. Donc, c'est un moment très important et c'est en ce moment-là qu'il y a des soucis. Donc, regardez aussi, c'est un exemple, c'est des calculs qui ont été faits sur 7 jours. On a toujours les mêmes horaires, 8h midi, 16h, 22h. C'est toujours la même chose. Donc, et je vous montre des hôpitaux ailleurs dans le monde. Par exemple, un hôpital canadien très renommé mondialement. Et c'est toujours les 2 moments de pic, 8h midi et 16h, 22h. Donc, faites attention à ces moments de pic. Le deuxième déterminant important au niveau des urgences pour bien travailler, c'est la durée moyenne de passage aux urgences. Elle se définit comme quoi? Quand le patient, c'est les différents temps écoulés par le patient depuis qu'il met les pieds aux urgences jusqu'à sa sortie. Donc, ce temps se calcule depuis que le temps d'accueil, le temps d'examen, le temps d'examen complémentaire, le traitement, jusqu'à sa sortie. Donc, un médecin urgentiste doit contribuer à diminuer ce temps. On ne comprend pas comment une pneumopathie, par exemple, qui reste 3 heures au niveau des urgences. Donc, on doit améliorer les conditions d'abord en commençant par nous-mêmes à faire des efforts dans ce sens. Donc, il faut rendre ce DMS optimal selon la pathologie pour une meilleure prise en charge du patient aux urgences. À chaque fois qu'un patient et sa famille restent au niveau des urgences, il y a des problèmes, il y a des réclamations. Donc voilà, en résumé, c'est les différents temps, ou bien le patient sort, ou bien le patient il est hospitalisé, ou bien il est mis en observation au niveau des urgences.
Le troisième déterminant très important, c'est les circuits des patients. Sachez qu'au niveau des urgences, il existe deux circuits. Il y a ce qu'on appelle un circuit court et un circuit lent. Le circuit court se définit comme un patient qui vient, il va aux zones de soins, il peut bénéficier d'examens complémentaires, radiologiques et biologiques, mais il n'est ni hospitalisé, ni mis en observation. C'est un patient qui vient et qui sort. Ça représente partout dans le monde 90% des patients. Ça veut dire que la plupart des patients ne doivent pas rester aux urgences. Donc, si vous voyez qu'il y a beaucoup de patients retenus aux urgences, il y a un petit problème. Et par contre, le deuxième circuit, c'est un patient qui vient, qui passe dans les zones de soins, il est pris en charge donc, par des examens complémentaires, biologiques et radiologiques. Il peut être hospitalisé dans un service médical ou chirurgical, il peut être mis en observation en UHCD ou bien 24-48 heures au niveau des urgences, et ça représente seulement dans les publications 10%. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Le circuit court, il est prioritaire. Si on se résume, donc le patient qui vient, il est dans des zones de soins, il sort. C'est le circuit court. Il vient, donc il fait des examens, il est observé, il est mis en observation ou bien une hospitalisation. C'est le circuit lent. Très bien. Alors, nous avons donc terminé avec les déterminants qu'on doit connaître au niveau des urgences. Nous allons passer un peu aux normes architecturales. Actuellement, les urgences comme le bloc opératoire, comme partout, il y a des normes. Il ne faut pas confondre, nous avons des structures qui existent. Maintenant qu'ils sont en normes ou pas, il faut travailler avec ce qu'on a. Mais en cas, par exemple, où la structure est refaite, où là, on construit d'autres structures, il faut quand même connaître les normes et se rapprocher aux normes. Au niveau des structures des urgences, par les recommandations internationales des sociétés savantes de médecine d'urgence américaines, françaises et autres, il existe 5 zones au niveau des urgences. Donc, selon la surface de la structure, une zone, ça peut être petite, ça peut être grande, selon la structure. Par exemple, si c'est une polyclinique, c'est un EPH, c'est un CHU. Donc, cette zone, elle est en fonction de la structure. Mais ils existent toujours. C'est-à-dire, quelle que soit la structure de santé, dans notre système de santé, ces zones doivent exister. Donc, la première zone, c'est la zone d'accueil et de triage, constituée donc d'un accueil administratif et d'un triage médical et d'une salle d'attente. La deuxième zone, ce qu'on appelle la zone de soins et d'examen, où il y a d'abord la salle aux urgences vitales ou les déchocages, les locaux de consultation, les salles de structure, de suture, de plâtre ou de soins. Donc, cette zone, elle est très fréquentée. C'est pour ça on isole les zones. Cette zone, elle est très fréquentée par les malades. C'est la deuxième zone. La troisième zone, c'est la zone d'observation. C'est là où vous observez des malades. Donc, vous pouvez avoir un lit dans une polyclinique, 2 lits. Vous pouvez avoir dans un CHU 10 lits. Donc, ça dépend de la structure. Et l'unité de soins continus ou l'unité de soins intensifs qui peut exister dans les CHU. Alors, nous allons continuer avec les zones. La quatrième zone, c'est la zone technique. La zone technique, on peut avoir de la radiologie, on peut avoir de la biologie, un laboratoire, un bloc opératoire lorsqu'on est dans un hôpital, dans un EPH ou un CHU, une pharmacie. La cinquième zone et la dernière, c'est la zone qui doit être individualisée. C'est la zone de service et du personnel. C'est les bureaux de médecins, les bureaux de garde, les vestiaires, les détentes personnelles, les réserves et les stocks. Donc, c'est une zone qui doit être individualisée à part. Nous allons parler un peu de certaines zones, juste pour vous mettre dans les normes de structure. Alors, la première zone, c'est la zone d'accueil et de triage. Donc, c'est une zone qui se situe directement à la zone d'admission.
C'est une zone, elle doit permettre le passage d'un brancard, pardon. Donc, elle doit être large. Elle garantit la confidentialité et le respect de la personne accueillie. C'est un passage obligatoire, notamment pour le triage médical. Elle est composée donc d'une partie administrative constituée généralement par des agents administratifs qui prennent le nom, le prénom et l'état civil, le numéro d'évacuation, etc. Et une partie médicale, notamment pour évaluer le degré et la priorisation d'urgence, formée notamment par un médecin et responsable et un infirmier d'accueil de triage s'il existe. Je vais vous montrer des exemples pour regarder dans différents hôpitaux partout dans le monde. Donc, voici la zone de triage et d'accueil. Elle a des normes. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc, il y a déjà le côté administratif et le côté médical. C'est des exemples aussi. Bien. La salle d'attente, elle est à côté. Donc, elle doit être confortable pour l'attente des parents et même du malade. Elle doit faire l'objet de peu de passages de soignants et permet l'information du patient et leur famille. La salle aux urgences vitales, le SOB, le déchocage ou bien un poste de déchocage, donc c'est un lieu d'accueil au sein d'un service d'urgence, d'une structure d'urgence, des patients ayant une détresse vitale, existante ou potentielle. Cette urgence vitale peut venir à n'importe quelle structure, polyclinique jusqu'au CHU. Donc, dans une polyclinique, par exemple, on peut avoir un poste de déchocage pour gérer ce genre de situation. Dans le CHU, on peut avoir plusieurs postes ou une salle avec 5 à 6 lits, par exemple. Elle a des normes. Elle doit être près de l'entrée. Elle doit réduire le temps de transport des urgences. On n'amène pas un arrêt cardiaque en fond des structures. C'est la première qui doit suivre. Elle est fonctionnelle 24 sur 24 heures. Sa surface doit être entre 15 et 25 mètres. Ça, c'est des recommandations. Mètres carrés. Elle doit contenir un minimum de matériel de réanimation cardio-respiratoire. L'unité d'hospitalisation de courte durée qui est dans la zone d'observation, on va parler un peu. Donc, c'est une unité d'hospitalisation non conventionnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas hospitaliser aux urgences. C'est pas un service d'hospitalisation. Donc, elle fonctionne aussi 24 sur 24. Elle permet l'observation des patients pour une courte durée qui ne dépasse pas 48 heures. Le patient, après, il est hospitalisé ou bien il sort il sort chez lui ou bien par une lettre d'orientation vers une consultation ou autre. Regardez des exemples du HCD, c'est la même chose. Voilà. Si je résume, donc la première zone, la zone d'accueil et de triage. Voici un plan des urgences avec des recommandations de différentes zones. La deuxième, c'est la zone de soins et d'examen. Donc, le déchocage, les box et les différentes salles. La deuxième zone, c'est une zone où ça circule beaucoup. C'est pour ça qu'il faut l'isoler de la zone d'observation. On ne doit pas, un malade qui vient pour plâtre ne doit pas passer sur une zone où le malade il est mis en observation. La troisième zone, c'est la zone d'observation. La quatrième, c'est la zone technique. Ça dépend, elle va contenir différents plateaux techniques. Et bien sûr, la zone du personnel et la zone isolée du personnel. Donc, voici en général la configuration normale des urgences. Bien sûr, dans un service d'urgence ou dans une structure d'urgence, il y a normalement 2 portes. Une porte pour les piétons et une porte pour les ambulances. C'est des normes. L'entrée et la sortie des patients doivent être distinctes pour éviter l'encombrement des lieux. Donc, regardez par exemple une entrée et quand on a l'entrée et la sortie qui est distincte avec l'entrée d'ambulance et l'entrée de piétons. Donc, pour évoluer, nous allons évoluer ensemble dans les urgences et on doit aller vers les normes. Donc, nous travaillons avec ce qu'on a, mais on doit aller vers les normes au fur et à mesure pour
bien travailler au niveau des urgences. Donc, en conclusion, un médecin urgentiste généraliste doit connaître certains déterminants pour les déterminants, les différents déterminants, l'architecture normale, pour bien travailler dans une structure et prendre en charge les patients urgents. Les patients urgents, la prise en charge sera optimum pour que l'urgentiste travaille dans des conditions meilleures et le patient est pris en charge correctement. Et je vous remercie. Le micro. Maintenant, pour les dépenses, vous avez d'avoir un peu de l'axe et d'entendre. Là, c'est vrai qu'on est dans des dépenses, c'est pas en avant. Et du coup, ce nombre important, cet encombrement. Moi, j'ai une question par rapport à notre question qui la trouve, c'est essentiel pour ce milieu. D'ailleurs, je suis un peu grand, c'est intéressant de proposer des images qui concernent sur la possibilité en fait organisée avec des images. Ça, c'est un peu. C'est intéressant en fait. On a des situations où on a des structures qui reflètent un énorme international. Je pense que notamment c'est derrière on arrive à être fort par rapport à ce qui est dit par la question est la suivante. Moi, on parle de donc, développer de personnel, tu vois, pour les traits, c'est des paramètres forts. Maintenant, pour ce que vous proposez, bien sûr, on s'intéresse par rapport à notre situation et par rapport aux moyens. Est-ce qu'on propose le paramédical, le médical, c'est que plus quand vous avez bien expliqué, la première barrière pour accéder au service de vie. Merci. Merci, M. Boimler. Je pense m'avoir porte pour ne pas perdre du temps. Alors, l'après-midi, il y a une autre conférence sur le triage médical, ses normes, c'est tout ce qui est triage. Donc, normalement, à la fin de la journée, tout le monde est convaincu pour le triage, normalement. Alors, donc, c'est vrai que le triage, c'est très, très important. Maintenant, nos structures, ils sont les mêmes que... J'ai pas mis de photos pour ne pas encombrer avec le CHU Beblouet, c'est tout. Nous avons des photos, la communication qui a les photos de Beblouet. Alors, pour les structures, nous avons des structures, nous avons vers la normalisation. Maintenant, il y a l'informatisation au niveau des urgences. Beaucoup d'urgences sont informatisées par le biais du ministère de la Santé. Et donc, nous allons vers cette normalisation. Nous sommes pas nous sommes à 80%. Hein. On fait toujours mieux, on n'est jamais à 100%. Mais, alors, je vous dis notre expérience personnelle. Nous avons une généralisation de triage du cercle de Beblouet. Quand on a commencé le triage, vous savez que l'infirmier d'accueil du triage, c'est l'infirmier qui doit faire, l'infirmier doit faire encore de la formation. Et en plus, il doit être au moins 3 ans au niveau des urgences. Un infirmier ou un généraliste pour faire le triage. Le triage est un acte médical difficile.
Il faut qu'un médecin, même ailleurs, qu'il y ait l'infirmier d'accueil de triage et le médecin régulateur et le médecin du triage. Le médecin, il existe toujours. Lorsque nous avons commencé, nous avons été très optimistes. On a dit, voilà, en une année, on va maîtriser, on va faire, on va... Mais finalement, le triage, c'est un apprentissage sur plusieurs années. C'est très difficile C'est pour cela qu'on exige, dans les recommandations, un médecin qui a travaillé aux urgences minimum 3 ans pour faire le triage. Et c'est la même chose pour un infirmier. Et donc, en Algérie, nous commençons par les médecins généralistes, les médecins de triage, les médecins urgentistes spécialistes aussi. Hein. C'est pour juger la priorité, c'est un acte médical et c'est très difficile. Le triage médical, ce n'est pas un accueil administratif. C'est juger la symptomatologie d'appel et son niveau d'urgence. Est-ce que ce patient doit passer au déchocage, il doit passer dans un niveau, par exemple, U3, ou doit passer, il peut attendre. Donc, c'est un médecin qui doit faire ça. C'est un acte médical. Voilà. Et la communication de l'après-midi, on va discuter au fur et à mesure, on va faire des ateliers, on va faire beaucoup de choses. Je vous passe à la moi, je fais le triage depuis et je vous dis que c'est un acte, mais pas que ça concerne spécialement le médecin. Et c'est très pratique, c'est très pratique. Sinon, nous, on ne peut pas commencer une garde sans un médecin qui s'occupe du truc. Donc, on a un médecin de la journée et un médecin de la garde. Donc, aucune garde ne peut. Donc, tout le monde n'est pas collé si le médecin du village n'est pas à sa place. Donc, pour vous dire que c'est un acte vraiment très essentiel, très pratique, et ça nous permet de connaître tous les malades qui rentrent au niveau des urgences, que ce soit le côté médical ou chirurgical, la traumatologie, pour les polytraumes. Donc, on est au courant de tous les malades. Même si pour intervenir ou appeler les réanimateurs du champion, c'est lui qui font ça. D'accord? Donc, c'est très pratique. Donc, on a essayé pour faire des formations ici en Bulgarie. Ils sont en train de faire le triage, ils nous ont fait un temps de violence. Parce que nous, c'est le nous qui s'occupe. C'est déjà un agent d'accueil. Les familles, comme la transformation, il doit avoir beaucoup d'expérience et puis il doit avoir un médecin référent. On ne peut pas donner un journaliste comme ça. Voilà. Au niveau du triage, on ne fait pas le diagnostic. C'est juste évaluer la qualité de la. Voilà. Donc, c'est vraiment. Merci pour votre réponse. Je voulais juste la personne qui doit faire le truc, elle n'est pas censée faire le diagnostic. Donc, le fait que vous ne faites pas de diagnostic, alors, personne ne peut faire. Quand on voit, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intervention, c'est en Europe, c'est divers c'est que la personne qui est en charge de faire des trucs, c'est jamais un médecin. C'est des gens qui sont formés par rapport à des critères. Il y a des classifications. La saturation est combien, tu m'entends bien, tu m'entends tout le monde, tu vas voir. Vous avez répondu du fait que vous dites, on ne fait pas de diagnostic. Le rôle du médecin, c'est de faire quoi? Non, je ne parle pas de médecin. C'est pour ça que je vous dis que, éventuellement, j'ai une réflexion sur vous demande. Quel infirmier qui est bien formé peut faire cette tâche qui ne va pas vers le diagnostic. Pourquoi il va classer la sévérité du symptôme qui est en face de lui et essayer de l'orienter vers un service. Il ne pense pas de diagnostic, il ne met pas de traitement, il met rien. C'est vraiment le produit qu'on va avoir chez un infirmier. Non, c'est pas bon. Merci pour. Alors, c'est vrai que c'est une symptomatologie d'appel. Mais il y a des cas particuliers où cet infirmier doit être sous la toujours avec un médecin. Parce qu'il va demander vous savez, ailleurs, même la grâce rénale, c'est les infirmiers qui la font ailleurs.
les pays américains où, par exemple, Monsieur Boimard, c'est-à-dire la prise en charge, la coordination, tout, c'est les infirmiers ailleurs qui font. La différence, c'est Donc, on vous montre ailleurs. Mais chez nous, c'est difficile. Greffer, tout ce qui est avant, tout ce qui est la préparation, les assurances stables. Voilà, et tout ce qui concerne le service médical de Mustapha, donc je suis là-bas depuis 2 ans. La problématique s'est posée les premiers temps. Effectivement, ils ont voulu nous imposer dans le même esprit, hein, monsieur, l'infirmier mais possible de le former. Donc, on avait proposé un objectif de former cet infirmier et de former avec le médecin. Le premier temps, il y va de pair. C'est-à-dire, il va aller de pair pendant 2 ans. Il faut une formation de 2 ans, et théorique et pratique. Donc, ce soit un infirmier, on le dit bien à l'étranger, que ce soit un infirmier doué pour l'urgence. Il faut qu'il aime l'urgence. On le dit le mot aimer, normalement, ça ne doit pas se dire, mais il le dit dans les écrits. D'ailleurs, il le dit, c'est-à-dire que celui qui aime les urgences, qui va éventuellement faire le tri. Et c'est un projet qui va se faire, pourquoi pas, d'ici 2 ou 3 ans. Il accompagnera les premiers temps le généraliste et petit à petit, on va soustraire ce généraliste parce qu'on sait très bien que 80% des patients qui consultent au tri repartent chez eux dans l'heure, repartent chez eux au maximum avec une ordonnance. Ce n'est que 20%. C'est les chiffres que j'ai à Mustapha, ce n'est que les 20% qui vont rester. Et parmi ces 20%, 5 seront hospitalisés, 5%, 3 ou 4 en observation, 1 ou 2 au déchauffage. Donc vous voyez très bien que petit à petit, le médecin généraliste va faire autre chose, mais tout en restant, il va parrainer pendant toute sa vie, il va parrainer ce médecin infirmier. Comme ça, il y aura la Vous avez tout à fait raison, mais je vous laisse. Pour l'imposer, c'est juste réflexion des professionnels de santé qui sont présents ici. Et disons qu'on est en train de réfléchir à haute voix, c'est-à-dire par rapport à l'intérêt d'un fonds un médecin ou un infirmier par rapport à ça. Je vous donne pas quelques éventuellement chiffres. Donc, pas longtemps, sur 300 patients qui sont passés en Mustapha, 300, je dis bien 300 et quelques, en cas d'urgence, 13. Il y avait 13 urgences. Vous voyez la différence. Donc, l'ensemble des autres, c'était vraiment, c'est quelqu'un qui vient parce qu'il a mal au pied, parce qu'il a un petit peu de petit coup, mais sur les 300, il y avait 13. Quand je vous dis, ça n'est par rapport à une réflexion, est-ce que ça ne serait pas utile qu'un médecin qui est formé, urgentiste, qui puisse faire face à l'urgence au lieu de faire le tri. C'est juste ça. Juste par rapport à ça. Oui. Oui, vous avez la parole. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. C'est le docteur Belli, médecin généraliste au sein de PH sur Bruxelles. Bon, pour vous, c'est la première fois que j'entends qu'il y en a des médecins qui font le trait. Il y a ce qu'on appelle le triage. Voilà, médical. Dans mon établissement que je travaille moi, il n'y en a même pas ni un médecin généraliste, ni un infirmier. Il y en a un agent d'accueil qui ne sait même pas écrire un nom du malade. Ça m'arrive des cas où je dois corriger le nom d'un patient à travers le système numérisé. Donc, la question que je pose moi, quel est mon rôle pour passer cette information, ou bien cette idée de faire un médecin de tirage, de triage, voilà. Vers le PC, parce que là, les participants du jour, pour pouvoir bénéficier, on n'en parle. D'accord, on va vous déranger. C'est vrai, je voulais dire que la présidente
dans une situation algérienne, on n'a pas d'IAO, on n'a pas d'infirmier d'accueil et de triage. L'école de formation paramédicale n'en forme pas encore. Donc, on doit démarrer. Et puis, on doit former des médecins qui font ça pour former les infirmiers in situ. Vous êtes médecin formé en triage, vous allez former des infirmiers. Il y a un problème, il vient vous solliciter. Donc, on doit démarrer avec un médecin généraliste. On doit démarrer. On ne peut pas attendre. Pour maintenant, le triage médical, c'est international, c'est des normes de médecine d'urgence. Nous, on n'a pas d'avis à donner sur ça en réalité. Donc, on doit le faire dans les normes. Et vous allez voir, une fois que vous allez le faire, vous n'allez plus vous en passer. Elle vous a dit bien le médecin que les urgences parce que c'est-à-dire que d'habitude, non, il n'y a pas de CG, il n'y a pas HADIC, il y a un problème quelque part. Mais le médecin de triage est très important. En le faisant, vous allez voir que c'est très, très important. Et nous allons discuter la fin sur le triage. Allez, Pour une petite précision, je suis le docteur Bélanger, je suis ici à l'université, médecin épidémiologiste. Je veux profiter de votre présence. À chaque fois, nous avons beaucoup de médecins généralistes qui chantent. La collègue vient de vous dire qu'au niveau de Solorosem, il n'y a personne au niveau de l'accueil. Il y a un agent au niveau de l'accueil. Je me dis, est-ce que c'est pas possible de voir ce nombre de médecins qui chantent et de les affecter, parce qu'elle vous a posé une question, comment je dois régler ce problème sur le terrain? Elle a posé une question pratique. Et elle ne peut rien faire en tant que médecin généraliste au niveau de l'hôpital de Solorosem. Est-ce que la DSP, je parle d'une manière générale, bien sûr sous la coupe du ministère de la Santé, au niveau des DSP, s'il y a des demandes de recrutement de médecins généralistes, les former dans un temps très court et les affecter au niveau des urgences, en attendant de subir la formation des paramédicaux, c'est-à-dire s'il y a des fois paramédicales comme des agents pour le tri, c'est-à-dire prévoir ça à l'avance. C'est comme si une alternative d'urgence. Parce qu'elle était en train de vous dire, elle a très bien parlé de l'exemple de Babouet, le CHU de Babouet, ce n'est pas l'Algérie. Vous allez à un mortal à Sol-Roslin qui est à 200 km, vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc, l'Algérie, ce n'est pas Babouet, ce n'est pas Mustapha, ce n'est pas Bnimsous. Donc, il y a des alternatives d'urgence pour essayer de combler ce vide. Moi, je le dis à chaque fois, il y a énormément de médecins généralistes qui chantent. La preuve, ils sont en train de courir pour faire le concours, pour faire une spécialité. Alors, vous avez dit, c'est un des piliers, le médecin généraliste, c'est un des piliers du système de santé algérien. Voilà. Donc, on est tout le temps en train de le répéter, et j'aimerais bien qu'il y ait des actions rapides dans ce sens. Merci. Merci. Je pense qu'on va arrêter le débat. On aura la partie de question à la deuxième séance. Ça va être dédié au triage. Et je pense, donc, on appelle docteur Aour, le dépôt de la docteur Aour, à politique ou à l'agrément. Donc, ce sera la médecine d'intervention intra et extra-hospitalière. Merci, professeur. Je ne connais pas la médecine d'intervention intra-hospitalière. Merci, professeur Barbara. Je suis ravie d'être là parmi vous, monsieur le représentant du ministère, madame Bougam, madame Belabassi et tous nos confrères, ainsi que les zoomers, on va les appeler les zoomers, qui sont avec nous. Donc, je suis enchantée d'être avec vous afin de vous présenter un sujet qui me passionne beaucoup, qui est la médecine de catastrophe. Bon, c'est vrai que quand vous entendez catastrophe, ça vous fait peur. Mais en tout cas, vous allez voir qu'une bonne organisation et un bon tri, comme l'a si bien dit professeur Labassi, vous allez voir qu'on peut tirer d'affaire beaucoup de malades, puisque c'est une médecine où il y a un afflux important de patients que vous devez soigner, que vous devez tirer d'affaire. Et vous n'allez vous occuper que des patients qui sont malades. Sinon, les autres, ceux qui sont à la différence de l'urgence, vous n'allez pas vous occuper des patients qui ne vont pas s'en sortir. Vous n'allez pas vous occuper des patients qui sont bien. Vous n'allez vous occuper que des patients qui ne sont pas très bien, chez qui vous pouvez soigner et donner des soins pour pouvoir les sortir de leur état.
Passer. Oui, d'accord. On met tout plein nez. En attendant qu'elle arrive, pour que les gens du Zoom ne soient pas. Oui, oui, ils en sont liés. Arrive, ça va arriver. Donc, la médecine de catastrophe, vous allez voir, on vient de sortir du Covid, hein, et c'était une catastrophe sanitaire. Donc, vous avez vu qu'il y a eu quand même une organisation des hôpitaux, une réorganisation des hôpitaux, avec une ouverture de lits, avec un accès parfois important de malades qui étaient en pas grave. Pour les cas qui sont donner les premiers soins, de plus, il fallait les ventiler, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été ventilés. Donc, vous avez vu qu'on a traversé quand même une période difficile où on avait à prendre en charge des patients et dans une situation un peu catastrophe. Donc, sans faire attention, vous avez mis ces malades en charge et puis, fort heureusement, il y en a certains qui sont sortis et malheureusement, d'autres qui ne sont pas sortis. Mais en tout cas, nous pratiquons de temps en temps, quand il y a comme ça des catastrophes sanitaires et autres, nous pratiquons à l'hôpital une étude de catastrophe. Mais est-ce qu'on est organisé cette étude de catastrophe? Il faut quand même une organisation. De toute façon, il faut une organisation. Pour la médecine de catastrophe, il est important d'avoir une organisation en amont et en aval, c'est-à-dire en extra, c'est-à-dire que les patients vous arrivent en bon état, bien au moins stabilisés, et puis vous continuez votre travail à l'hôpital. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'hôpital, est-ce que vous avez les moyens de prendre un grand nombre de patients, de l'ordre de 1000, de 500, etc. Donc, est-ce qu'on est capable de prendre en charge ces patients? Est-ce que l'hôpital peut prendre en charge ces patients? Est-ce qu'il pourra s'organiser pour prendre en charge ces patients, réorganiser? Et c'est ce que nous allons voir lors de cette présentation. Comment? Qui va arriver. Qui va arriver, qui tarde à arriver. Il faut vous dire aussi, pour que ça, insister sur le fait qu'à partir de cette heure, vous allez avoir un atelier, il faudra vraiment donner vos réflexions aussi. Et comment ils ont une idée sur la présentation? Ça, c'est un préambule pour l'atelier. L'atelier, on va en discuter tous ensemble. Et c'est juste pour introduire ce qu'est la médecine de catastrophe en préhospitalier et en intra-hospitalier. Ici, ça passe, c'est plein écran. Oui, je sais, mais de toute façon, un problème le plus c'est lui-même. Oui, je sais. C'est bon, j'ai. Je sais où est le problème. La technologie, c'est ça. Hein? De temps en temps. Moi, j'aime pas le silence. Est-ce qu'il y a d'entre vous qui ont déjà géré des situations de catastrophe? On a pris une fontaine de unités avec 70% de la surface corporelle, des 3e degré, on a géré, on va regarder. Tout le monde a été en ça.
ont une expérience, moins différente. Et surtout, ça, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde, qui fait partie de la famille de la santé, soit médecin, soit infirmier, peut se présenter dans les premières années. Il y avait pas tous les médecins, mais tous les médecins de la région, des alentours, des infirmiers, on va dire qu'on était plus nombreux que les malades. Croyez-moi que le patient était plus nombreux que les malades. Ça veut dire que tout le monde est pris en charge. Bon, les autres, ce qu'il y a des problèmes, pas de problème, mais le monde. Parce qu'un peu doit être dans, ça va faire en charge dans une phase critique. Chose qui ne fallait pas être avec 100 malades, plus de 100 malades. On a transformé les salles de consultation, on a qui était juste à côté de l'EPH, on a transformé les salles de consultation en lieu de prise en charge de ces brûlés. On ne peut pas avoir tout le matériel qui est stérile, les conditions